Mon père est arrivé à ma maison de plage avec 2 camions de déménagement et a dit « les clés ». Ma sœur portait du blanc comme si elle en était déjà propriétaire. Ni l'un ni l'autre ne savait que ma mère, décédée, avait passé 11 ans à se préparer précisément pour ce matin-là. Je buvais mon café sur ma véranda quand la voiture de mon père a tourné dans la rue. 6h47. L'Atlantique faisait ce que l'Atlantique fait début octobre, gris. Implacable, indifférent à ce que les humains prévoyaient de se faire les uns aux autres sur son rivage. J'avais une tasse dans chaque main car l'air marin avait cette morsure particulière d'octobre, et je regardais les pélicans travailler le long de la côte, et pendant exactement 30 secondes, j'étais un homme qui possédait une maison et n'avait aucun problème. Puis j'ai vu les camions, 2 d'entre eux, des camions de déménagement pleine taille, le genre que l'on loue quand on est sérieux, quand on a mesuré des pièces, commandé des couvertures de protection et réservé l'ascenseur. Ils ont avancé lourdement dans ma rue avec la confiance patiente de machines qui n'ont jamais eu à se justifier, et ils se sont arrêtés devant mon portail. Mon père est sorti de l'escalade noire qui roulait entre eux. Ma sœur est sortie du côté passager. Elle portait du blanc. Pas du blanc cassé, pas du crème. Du blanc. Le genre délibéré. Une robe en lin, repassée, ses cheveux coiffés, de petites boucles d'oreilles en or et cette sérénité particulière d'une femme qui a déjà décidé comment la journée va se dérouler et s'est habillée en conséquence. Elle regardait ma maison comme les gens regardent les choses qu'ils ont déjà mentalement redécorées. Mon père me regardait comme il m'avait regardé toute ma vie, comme si j'étais un problème qu'il avait décidé de résoudre aujourd'hui. Il a marché jusqu'au portail, a posé une main sur la barre de fer. J'ai besoin des clés, Maddox, a-t-il dit. Blit emménage aujourd'hui. J'ai tenu mon café des 2 mains et j'ai regardé ma sœur, qui regardait les fenêtres de l'étage, la tête penchée, en train de calculer. Puis j'ai regardé mon père, et j'ai dit, qu'Hélène est à 10 minutes d'ici. Sa mâchoire s'est crispée, juste légèrement, juste assez. C'est comme ça que j'ai su que quoi qu'il ait prévu pour ce matin, il n'avait pas prévu qu'Hélène. Laissez-moi vous parler d'abord de la maison, car vous devez comprendre ce qu'elle signifiait avant de pouvoir comprendre ce qu'il a fait. J'ai grandi à Raleigh dans une maison qui a toujours semblé légèrement trop petite pour la taille de la personnalité de mon père. Jude Sontig était, et est, le genre d'homme qui remplit les pièces comme certains t'en remplissent les pièces, complètement et sans votre permission. Il dirigeait une société immobilière commerciale. Il conduisait des voitures allemandes. Il avait des opinions sur le vin et les exprimait avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais été sérieusement contredit. Ma mère, Célia, était tout ce qu'il n'était pas, douce, savon à la lavande et à la menthe. Poivrée. Elle lisait des romans dans le jardin, se souvenait de l'anniversaire de chaque personne qu'elle avait rencontrée, et donnait aux gens l'impression, quand elle les regardait, qu'ils étaient la chose la plus intéressante qu'elle ait rencontrée de la semaine. C'était la raison pour laquelle notre maison était vivable. C'était la raison pour laquelle je rentrais à la maison. J'ai une sœur aînée, Blit, de 4 ans mon aînée, qui avait toujours occupé une position différente dans notre famille que moi. Pas meilleure, pas pire. Je me suis dit. Pendant des années, juste différente. Blit était à mon père. J'étais à ma mère. C'était l'architecture tacite. On grandit dedans assez longtemps pour que ça devienne un fait plutôt qu'un choix. Après l'université, je me suis lancé dans l'ingénierie structurelle. Projet d'infrastructure, le genre de travail qui vous emmène loin pendant de longues périodes. 3 ans à Doha, 18 mois à Séoul, 2 ans à gérer la rénovation d'un pont à Anchorage. J'étais bon dans mon travail. J'étais aussi, je le comprends maintenant, bon pour être loin de mon père, et j'avais confondu l'un avec l'autre pendant la majeure partie de ma vie adulte. Ma mère est décédée il y a 8 ans. Un AVC, a dit mon père. Quand je suis
Rentré du Qatar, les funérailles étaient terminées. Il a dit à mes contacts à l'entreprise que j'étais injoignable. Il m'a appelé 3 jours après sa mort. Avec la voix d'un homme annonçant une nouvelle peu pratique sur un envoi retardé. J'ai passé des années à me reprocher d'avoir manqué son dernier souffle. Je n'ai jamais pensé à le blâmer, lui. J'ai acheté la maison de Naged il y a 4 ans. 2 200 000 $. Tout ce que j'avais économisé en 11 ans de contrat à l'étranger, de plancher d'aéroport, de vacances manquées, et l'accumulation spécifique et incessante d'un homme qui n'a personne pour dépenser de l'argent. J'ai viré le paiement depuis un compte bancaire à Séoul. Je suis rentré chez moi pour la clôture. Je me souviens m'être assis dans la voiture de location sur le parking après, en pleurant. Non pas de tristesse, mais du soulagement particulier de posséder quelque chose de permanent, quelque chose que personne ne pouvait réaffecter ou révoquer. Quelque chose avec mon nom sur l'acte, scellé et enregistré au bureau du registre foncier du comté de Daré, à moi de la manière propre, légale, indiscutable qui compte. J'ai roulé directement vers Naged, me suis tenu sur le porche avec l'océan devant moi, et j'ai appelé mon père pour lui dire. Il a dit, bien, tu avais besoin de quelque chose pour t'ancrer. J'ai trouvé ça presque chaleureux. Le premier signe de problème est apparu il y a 8 mois et je l'ai presque manqué. J'étais dans la maison pour un long week-end de février, hors saison, la plage vide et magnifique comme elle ne l'est que lorsque les touristes sont partis. Quand j'ai trouvé un message vocal d'une compagnie de titres que je ne reconnaissais pas. Une voix de femme, professionnellement neutre, me demandant de rappeler concernant une récente enquête sur la parcelle de Naged. J'ai rappelé, suis tombé sur la messagerie vocale, et laissé un message, et n'ai jamais eu de nouvelles. Je me suis dit que c'était probablement une sollicitation de refinancement. Les compagnies de titres vendent des listes. C'était le genre de bruit administratif de bas niveau qui accompagne la possession d'une propriété. Je me suis dit ça. J'ai classé le dossier et je suis passé à autre chose. 6 semaines plus tard. Ma comptable, une femme méticuleuse nommée Ruth Ogilvy, qui gérait mes impôts depuis 7 ans et dont la principale vertu était de ne jamais rien laisser passer, m'a envoyé un email marqué urgent. Elle avait rapproché mes relevés d'investissement et avait trouvé une divergence dans les déclarations de taxes foncières pour la parcelle de Naged. Plus précisément, une deuxième déclaration avait été faite sur la même propriété au cours de la même année fiscale, par une entité différente. L'entité s'appelait Bacon Cap Holdings. Je ne reconnaissais pas le nom. Ruth a fait des recherches. Bacon Cap Holdings était une LLC du Delaware, enregistrée en 2019. L'agent enregistré était à Wilmington. Les dépôts des membres étaient protégés derrière une structure de nominés. Ce n'est pas inhabituel pour les entités immobilières commerciales, mais ce n'est pas rien non plus. Avez-vous une relation avec cette entreprise, a demandé Ruth par email. Non, ai-je répondu par email. Alors nous avons un problème, a-t-elle écrit. Mon estomac s'est noué. Pas complètement, mais assez. Le relâchement particulier d'un homme qui a passé sa vie professionnelle à identifier des faiblesses structurelles et qui vient d'en remarquer une dans ses propres fondations. J'ai appelé un avocat. Kellen Park pratiquait le droit immobilier et le droit des titres sur les UT Banks depuis 14 ans. Il avait 39 ans, était américano-coréen, avec l'énergie précisée légèrement combative d'un homme qui avait passé une décennie et demie à traiter avec des gens qui pensaient que le droit de la propriété côtière était négociable. Il avait un petit bureau à Kill Devil Hills, 2 parajuristes, et une réputation que Ruth décrivait comme « la personne que vous voulez si quelqu'un essaie vraiment quelque chose. » Quelqu'un essayait vraiment quelque chose. Kellen a tiré la chaîne de titre de la parcelle de Naged en une semaine. Ce qu'il a trouvé lui a pris 2 semaines supplémentaires à cartographier entièrement,
et quand il m'a appelé pour me l'expliquer, il m'a d'abord demandé de m'asseoir. Le terrain sous votre maison, a-t-il dit, a une histoire qui précède votre achat. Il l'a expliqué par couche. Les parents de ma mère, mes grands-parents, Héloïse et Arthur Crandall, tous deux décédés, avaient possédé la parcelle de Nagued depuis 1987. Il l'avait placée dans une fiducie révocable en 1994, avec moi nommé comme bénéficiaire principal, pas ma mère, pas mon père. Moi, Maddox Andrew Tigg, âgé de 9 ans à l'époque, nommé spécifiquement dans l'acte 2. Fiducie par des grands-parents qui, a dit qu'Hélène avec une neutralité prudente, avait manifestement réfléchi attentivement à la désignation. La fiducie comportait une disposition de fiduciaire successorale. Au décès de mes grands-parents, Héloïse en 2003, Arthur en 2007, la fiducie était censée être transférée à un fiduciaire indépendant, puis distribuer la parcelle à moi directement à l'âge de 30 ans. Cela n'est jamais arrivé. Pourquoi, ai-je demandé. Parce qu'en 2009, a dit qu'Hélène, une renonciation de bénéficiaire a été déposée auprès de la fiducie, prétendument signée par vous, libérant votre intérêt dans la parcelle. Je n'ai jamais rien signé en 2009. Je sais, a-t-il dit. Vous étiez à Séoul en 2009. La renonciation avait été déposée alors que j'étais à 11 fuseaux horaires de là. La signature portait mon nom, Maddox Andrew Tigg, avec une écriture que Hélène avait déjà envoyée à une experte en documents médico-légaux nommée Patricia Dunn, 31 ans d'expérience en analyse de documents douteux, anciennement au bureau d'enquête de l'État. La conclusion préliminaire de Patricia, livrée dans un rapport de 4 pages. Avec le détachement clinique d'une femme qui a vu la contrefaçon sous toutes ses formes, était que la signature était incompatible avec des exemplaires authentifiés sur cette caractéristique distincte et montrait des preuves de production d'écriture simulée plutôt que naturelle. Quelqu'un avait falsifié ma signature pour renoncer à mon propre héritage. Après la renonciation, la parcelle de la fiducie avait été transférée, par une série d'étapes que Hélène a qualifiées de délibérément obscurcies, à Bacon Cap Holdings. Bacon Cap Holdings l'avait ensuite vendu à moi il y a 4 ans pour 2,2 millions de dollars. J'avais acheté ma propre terre 2 fois. Qui contrôle Bacon Cap Holdings, ai-je demandé. Hélène est resté silencieux. Un instant. Maddox, a-t-il dit. Je dois vous préparer à ça. Dites-moi. Le propriétaire effectif, retracé via la structure de nominé, est votre père. Judson Tigg. Je me suis assis dans ma cuisine et j'ai regardé l'océan à travers la fenêtre. Le même océan devant lequel j'avais pleuré le jour de la clôture. Il m'a vendu mon propre héritage, ai-je dit. Oui. J'ai pressé ma main à plat sur la table de cuisine. J'ai senti le grain du bois. Froid. Réel. Combien de mes fonds de clôture lui sont allés? Après les frais et les coûts de structure, a dit Hélène, environ 1,8 million de dollars. Les heures supplémentaires. Les planchers d'aéroport. Les années manquées. Mon père était assis en face de moi quand j'ai viré chaque centime. Les 6 semaines suivantes furent les plus méthodiques de ma vie. Hélène a déposé un avis de réclamation adverse auprès du registre des actes du comté de Daré, un drapeau légal formel que toute recherche de titre ferait désormais surface, rendant la propriété incessible sans résolution du litige. Il a engagé Patricia Dunn officiellement pour une analyse médico-légale complète, qui a produit un rapport de 62 pages cataloguant chaque anomalie dans la renonciation falsifiée. Il a assigné les dossiers financiers de Bacon Cap Holdings par le biais d'une demande de découverte civile annexée à la plainte pour fraude. Les dossiers financiers sont revenus à un expert comptable judiciaire nommé Gérald Marsh, 26 ans d'expérience en enquête sur la fraude financière. Un agent spécial de l'IRS. À la retraite qui faisait maintenant du travail en pratique privée et qui décrivait les pistes d'argent comme d'autres personnes décrivent des
Photographie, clairement, précisément, sans sentimentalité sur ce qu'il voyait. Gérald a trouvé 3 choses importantes. Premièrement, Bacon Cap Holdings avait reçu 1,82 million de dollars de ma clôture. Sur ce montant, 940 000 dollars avaient été virés à un compte personnel au nom de mon père dans les 60 jours suivant la clôture. Le reste avait été distribué en tranches plus petites. Sur 2 ans. Deuxièmement, plusieurs de ces tranches plus petites étaient allées à des comptes au nom de ma sœur Blit, le dépôt de son mariage, de location de véhicules. Quelque chose étiqueté, règlement de Charleston, que Gérald a noté comme désignant probablement une résolution de litige juridique. Un paiement partiel pour l'acompte de la pratique dentaire de son mari. Le total pour Blit, 214 000 dollars. Troisièmement, la même structure de compte avait été utilisée 8 ans plus tôt pour un ensemble distinct de transactions que Kellen n'avait pas initialement recherché, des transferts dans les semaines immédiatement après la mort de ma mère. Gérald les a signalés sans les caractériser. Il a dit que c'était une affaire pour d'autres autorités. J'ai demandé à Kellen ce que cela signifiait. Il a dit, cela signifie que nous devons donner ce que nous avons au bureau du procureur. Nous avons rencontré une enquêtrice du procureur nommée Sonia Reeves, 12 ans d'expérience dans les crimes financiers, le genre de femme qui écoutait avec un bloc-notes jaune et posait des questions qui semblaient simples mais ne l'étaient pas. Un jeudi matin dans le bureau de Kellen à Kill Devil Hills. Elle a passé 3 heures avec la documentation. Elle a pris des copies de tout. Elle ne m'a rien dit qu'elle n'avait pas à me dire, ce qui est la façon dont les enquêteurs opèrent, et ce que je respectais même si cela me faisait mal aux dents. Elle m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Monsieur Tig, êtes-vous au courant d'une documentation que votre mère aurait pu laisser concernant sa succession ou la conduite de votre père? Non, ai-je dit. Elle a écrit quelque chose. Nous le sommes, a-t-elle dit tranquillement. J'ai découvert la lettre de la même manière que mon père a découvert que je n'allais pas lui remettre les clés, le matin où il est arrivé. Kellen est arrivé à 6h58, 11 minutes après les camions de mon père, dans un Ford d'expédition. Noir, sans hâte, en costume à 7 heures du matin parce que Kellen comprenait que la présentation est une forme d'argument. Il portait une chemise en cuir sous un bras et une expression que je n'avais vue chez lui qu'une seule fois auparavant. Lorsqu'un promoteur avait essayé d'antidater un permis devant lui. Il a salué mon père de la manière dont on salue un homme que l'on se prépare à rencontrer. Depuis 6 semaines, puis il a brandi l'enveloppe. L'écriture de ma mère. Des boucles douces. Une inclinaison soignée. Maddox, si Judson essaie un jour de te prendre ce que je t'ai laissé, ouvre ceci devant un avocat. La rue est devenue silencieuse. Les déménageurs ont cessé de faire semblant de travailler. Ma voisine, Madame Pelham, se tenait sur son porche. Robe, une main sur la bouche. Des carillons éoliens résonnaient quelque part dans le pâté de maison. Mon père a regardé l'enveloppe comme les hommes regardent les choses qu'ils pensaient avoir détruites. Tu n'as aucun droit à cela, a-t-il dit. C'est drôle, a dit Kellen. C'est ce que l'avocat original de votre femme a dit à votre sujet. Je ne vous donnerai pas chaque mot de ce qui a suivi dans cette rue, car une partie m'appartient, mais je vous donnerai les parties importantes. La lettre faisait 3 pages. Ma mère l'avait écrite en 2011, 6 ans avant ça. Mort, notariée et scellée, et laissée à son avocate testamentaire, une femme nommée Gloria Ferry, qui l'avait gardée pendant 11 ans avec l'instruction de me la remettre si mon père tentait de modifier, de transférer ou de grever une propriété à mon nom. Lorsque Kellen a déposé la réclamation adverse, Gloria Ferry a appelé son bureau. Ma mère s'était préparée à ce moment pendant 11 ans. La première page expliquait la fiducie, la propriété. La trahison qu'elle avait découverte en trouvant des papiers dans le bureau de mon père en 2009, l'année où la renonciation falsifiée avait été déposée.
Elle l'avait confronté. Il ne l'avait pas nié. Il l'avait expliqué comme il expliquait tout, comme une question de praticité, de ce dont la famille avait besoin, de l'instabilité de Blythe et de mon apparente autonomie. Il avait utilisé ma compétence comme justification du vol. Elle avait refusé d'aller à la police. Je ne sais pas pourquoi, entièrement. La lettre donnait des indices. Elle avait peur. Elle n'allait pas bien. Elle aimait toujours l'architecture de la famille, même si elle comprenait ce qu'il y avait en dessous. Elle avait fait ce qu'elle pouvait faire. Elle avait documenté. Elle avait enfermé les originaux dans un coffre-fort et scotché la clé au bas de la 3e page. La 2e page concernait Blythe, pas cruel. Ma mère n'était jamais cruelle. Mais honnête de la manière dont les gens deviennent honnêtes lorsqu'ils écrivent. Pour la postérité et non plus rien à protéger. Blythe avait su, écrivait-elle. Pas tout, mais assez. Assez pour avoir été présente la nuit où les papiers avaient été signés. Assez pour avoir tenu un stylo au-dessus d'un document sans demander de quel nom. Il était déjà au bas. J'ai regardé Blythe quand j'ai lu cette partie. Elle a regardé les camions de déménagement. Elle a regardé mon portail. Elle a regardé la maison dans laquelle elle avait porté du blanc pour emménager. Puis elle a murmuré, il a dit que tu ne méritais pas tout ça. J'ai hoché la tête. C'était suffisant. La 3e page fut celle qui m'a enlevé la rue. L'océan, les mouettes, les carillons éoliens, les pleurs de Blythe, les déménageurs reculant vers leur cabine, tout a disparu. L'écriture de ma mère, soignée et douce. Si je meurs avant de pouvoir te donner ceci, ne laisse pas ton père te dire que ce n'était simplement que ma santé. Demande-lui. Pourquoi il a attendu 3 jours pour t'appeler? Demande-lui ce qu'il faisait. Avec les papiers de mon bureau le matin d'après. Puis, en dessous, soigneusement scotché à la page, la clé en laiton. J'ai levé les yeux vers mon père à travers les barreaux de mon portail. Il m'a regardé. Avec le visage d'un homme qui a été découvert et qui calcule si quelque chose peut encore être sauvé. Elle était malade, a-t-il dit. Elle a écrit des choses qu'elle ne pensait pas. Elle a écrit ça en 2011, ai-je dit. 7 ans avant de mourir. Sa mâchoire s'est contractée. J'ai continué. Qu'y a-t-il dans le coffre-fort, papa? Il n'a rien dit. C'est là que se trouve sa confession, ai-je demandé à Kellen. Kellen a dit, d'après la lettre, oui. Elle fait référence à une déclaration signée. Le visage de mon père est devenu de la couleur du vieux béton. Derrière lui, le 2e SUV noir qui avait tourné dans la rue derrière le véhicule du shérif a ouvert sa porte. Sonia Reeves est sortie en blazer gris avec un badge à sa ceinture. Elle s'est dirigée vers le portail d'un pas mesuré, celui d'une femme qui n'a pas besoin de se presser parce que les documents sont déjà déposés. Mon père l'a vu. Sa main s'est dirigée vers sa poche. Le shérif a crié. Et puis mon père a fait la chose que je n'avais pas prédite. La chose qui a révélé, plus que tout document, plus que toute falsification, plus que tout virement bancaire. Exactement qui il avait toujours été. Il a sorti son téléphone. Il a tapoté l'écran une fois. Et il a dit, si je tombe, Célia tombe avec moi. Le message est arrivé sur mon téléphone 1 seconde plus tard. Un fichier vidéo. Pas de texte. La vignette montrait ma mère. À une table de cuisine. Plus jeune, plus mince, les yeux rougis. La voix de mon père derrière la caméra, et à côté d'elle, à moitié visible au bord du cadre. Une Blythe adolescente tenant un stylo au-dessus d'un document. Mon père m'a souri à travers les barreaux de mon portail. Un petit sourire laid. Le sourire d'un homme qui a gardé quelque chose de terrible en réserve toute sa vie et qui a finalement décidé de l'utiliser. Puis il a tourné et a couru. Le shérif l'a poursuivi. Kellen m'a attrapé le bras.
Maddox, ne l'ouvre pas ici. J'ai regardé la vignette. Le visage de ma mère. Rouge, les yeux, l'expression. D'une femme en présence de quelque chose qu'elle a accepté de faire et qu'elle ne peut défaire. J'ai appuyé sur lecture. Je vais vous dire ce qu'il y avait dans la vidéo. Parce que vous êtes allé si loin, et vous méritez la vérité, et parce que ma mère mérite que cela soit dit clairement. Elle n'avouait rien. Elle était contrainte de signer un document pendant que mon père filmait. Une assurance, lui avait-il dit, contre le fait qu'elle irait à la police. Le document était une déclaration de sa main, attestant que la renonciation à la fiducie avait été signée avec sa connaissance et son consentement, et que j'avais été informé. C'était un mensonge, écrit sous la contrainte, filmé par l'homme qui l'avait orchestré. Mais la vidéo montrait quelque chose que mon père n'avait pas l'intention de montrer. 12 minutes plus tard, il a brièvement quitté la pièce. La caméra a continué à tourner. Ma mère a regardé directement l'objectif, et elle a dit, tranquillement et clairement, à tout futur qui regardait, Maddox, les vrais papiers sont dans la boîte. Ne crois pas ce qui est devant toi. Crois ce qui est enfermé. 12 minutes. Il avait conservé une vidéo qu'il pensait la détruire. Ce que c'était réellement, entre les mains de Patricia Dunn, Sonia Reeves et Gérald Marsh, c'était un enregistrement documenté de coercition, d'obtention de signature illégale, et, lorsque l'équipe de Sonia l'a recoupé avec les relevés téléphoniques et le délai de 3 jours sans notification. Quelque chose qui n'était plus une affaire civile. Mon père a été arrêté à 4 pâtés de maison. De ma maison. Il était arrivé jusqu'à l'accès public à la plage avant que le shérif ne l'attrape, assis sur un banc à regarder l'eau comme un homme qui avait atteint le bout de sa course. Je ne vais pas compresser le processus judiciaire en un paragraphe, car ce n'était pas un paragraphe, ce fut 14 mois. Ce furent des dépositions, des requêtes, des ajournements, un rapport d'expertise comptable de 140 pages et un expert en documents à la barre pendant 3 heures, expliquant à un jury à quoi ressemble une signature naturelle par rapport à une signature simulée. Mais voici ce qui a compté à la fin, Judson Tigg a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation. Fraude de fiducie, falsification d'instruments financiers, fraude par virement bancaire, et un chef d'abus financier envers une personne âgée liée aux transactions effectuées à partir des comptes de ma mère. Dans les semaines suivant son décès, il a été condamné à 7 ans. Il en purgera un minimum de 4. Le titre de propriété de Nag Edm a été restitué par une ordonnance du tribunal qui a annulé le transfert de Bacon Cap Holdings comme frauduleux dès son origine. Le montant de 1,82 million de dollars provenant de la vente originale a fait l'objet d'un jugement civil qui prendra des années à récupérer, mais qui est documenté et exécutoire. Blitt a coopéré avec l'accusation, non pas parce qu'elle était courageuse au jeu. Veut être juste envers elle, et la justice exige l'honnêteté mais parce que son avocat lui a dit que la coopération était la différence entre être témoin et être accusé. Elle a témoigné de la nuit avec le document, de ce qu'elle avait vu. Et partiellement compris, des virements qu'elle avait reçus et qu'elle s'était dit être de l'argent de famille, parce qu'il était plus facile de croire cela que l'alternative. Elle n'a pas été inculpée. Elle a remboursé 214 000 dollars. Dans le cadre d'un accord de restitution civile qui lui prendra une décennie. Elle m'a appelé une fois, 8 mois après le procès. J'ai laissé un message vocal. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle s'était raconté tant de choses pendant si longtemps qu'elle n'avait pas remarqué quand elle avait cessé de se dire la vérité. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas décidé si je le ferais. Le coffre-fort, récupéré avec la clé en laiton de la lettre de ma mère, contenait une copie de l'acte de fiducie original, les registres de bénéficiaires authentifiés, et une confession manuscrite de mon père, signée. Datée de 2009. Obtenue par ma mère la nuit où elle a trouvé les papiers dans son bureau.
par des moyens qu'elle a décrits uniquement comme « je ne lui ai laissé aucun choix ». Patricia Dunn a authentifié la signature comme étant véritable. C'était, m'a dit Kellen, la preuve la plus nette de toute l'affaire. Ma mère savait exactement ce qu'elle faisait. Elle me protégeait depuis 11 ans d'une grave situation. Épilogue, 1 an plus tard. La maison est à moi. Elle a toujours été à moi. Je le comprends maintenant d'une manière qui va plus loin que l'acte. Elle était à moi avant que je l'achète. Elle était à moi avant que mon père ne me la vende. Elle était à moi à partir du moment où ma grand-mère s'est assise avec un avocat testamentaire en 1994 et a écrit mon nom dans un document, parce qu'elle avait compris, des années avant moi, qu'il y avait des gens dans ma famille qui me prendraient si l'occasion leur était donnée. Elle n'avait pas tort. Je m'assois sur cette véranda presque tous les matins, café dans les 2 mains. Quand l'air d'octobre a cette morsure, les pélicans travaillant le long de la côte. L'Atlantique faisant ce qu'il fait, indifférent, énorme et toujours là. Je pense à ma mère aussi la plupart des matins. Non pas avec du chagrin. Exactement. Ce n'est pas tout à fait le bon mot pour ce que c'est maintenant. C'est quelque chose de plus proche d'une conversation. Je lui raconte des choses que je vois. Je la remercie pour des choses que je trouve. J'essaie d'être, de la manière qui compte, le fils qu'elle a écrit 3 pages soigneuses pour protéger. Kellen m'envoie une carte de Noël chaque année. Ruth aussi. Patricia Dunn a pris sa retraite en mars et m'a envoyé une note qui disait simplement « Votre mère était une femme méticuleuse. Je l'aimais bien. » Sonia Reeves a été promue détective superviseur 6 mois après la condamnation. J'en ai lu la nouvelle dans le journal local et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme approprié. Mon père purge sa peine dans un établissement de sécurité moyenne à 3 heures de Raleigh. Je ne lui ai pas rendu visite. Je n'ai pas l'intention de le faire. Il y a une chose que je veux vous dire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ceci. J'ai passé 41 ans à essayer de gagner l'amour d'un père qui ne serait jamais disponible pour moi. Non pas parce que j'étais indigne, mais parce que j'étais utile, et il avait besoin que je reste utile, et l'amour aurait compliqué l'arrangement. Je ne l'ai su que lorsque ma mère me l'a dit. Elle me l'a dit. Depuis une enveloppe, depuis un seau jauni, depuis une clé en laiton et 12 minutes de vidéo et 3 pages de boucles douces et d'inclinaisons soignées. Elle avait tout écrit pour que, lorsque la vérité se présenterait enfin devant des témoins, elle soit inattaquable. La seule chose que j'ai héritée de mon père était la capacité à reconnaître une structure sur le point de s'effondrer. Tout le reste, ce qui valait la peine d'être eu, venait d'elle. Mon père est arrivé à ma maison de plage avec 2 camions de déménagement et a dit « les clés ». Ma sœur portait du blanc comme si elle en était déjà propriétaire. Ni l'un ni l'autre ne savait que ma mère, décédée, avait passé 11 ans à se préparer. Précisément pour ce matin-là.